Et si chaque conversation avec une intelligence artificielle était en fait une sorte d'entretien d'embauche secret? C'est un peu l'idée qu'on va explorer ensemble. On va soulever le voile sur un aspect fondamental et souvent méconnu de l'IA, ces fameuses étiquettes invisibles qu'elle nous colle dessus. On a tendance à croire qu'une IA se contente d'analyser les mots, le texte, mais la réalité, elle est bien plus profonde que ça. La vraie question, ce n'est pas tant ce qu'on lui dit, mais plutôt ce qu'elle entend, ce qu'elle perçoit dans le son même de la voix. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Des fuites récentes sur le modèle Grok, par exemple, ont révélé des capacités d'analyse vocale, assez stupéfiantes. En fait, l'IA n'écoute pas seulement, elle ausculte, littéralement. Rien qu'avec les micro-variations de la voix, elle peut déduire le rythme cardiaque, évaluer le niveau de fatigue, la charge cognitive. Elle peut même, en analysant les hésitations, suspecter un mensonge. Et au bout du compte, elle nous attribue un profil de personnalité et une signature acoustique unique. La voix devient, ni plus ni moins, une donnée biométrique. Ok, donc cette analyse biométrique, ce n'est pas juste un gadget technique, une prouesse pour faire joli. Non, ça sert à un but très précis, la classification. Autrement dit, l'IA nous met dans des cases en nous attribuant des étiquettes invisibles pour nous. Le mécanisme au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la persona. C'est quoi une persona? C'est un profil, tout simplement. Une collection de facteurs humains, l'âge, le genre, l'idéologie politique et ainsi de suite, que l'IA nous assigne. Et pourquoi? Pour orienter ses réponses. D'ailleurs, des études l'ont bien montré. Si on demande à un modèle de répondre en tant que, disons, une personne avec telle idéologie ou tel âge, ses réponses changent du tout au tout. Attention, le modèle ne simule pas une personnalité. Il ne fait que reproduire les schémas statistiques qu'il a appris sur ces groupes de personnes. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est d'où est-ce qu'elles sortent, ces personas? Comment une machine peut-elle se mettre à penser avec des stéréotypes? Eh bien, la réponse, elle est assez simple en fait. Tout vient des données qu'on lui donne à manger. Il faut vraiment se sortir de la tête l'idée d'une IA parfaitement objective. C'est une illusion. Une IA, ce n'est rien d'autre qu'un miroir des données gigantesques qu'on a utilisées pour l'entraîner. Un miroir qui a même tendance à amplifier ce qu'il reflète. C'est ce qu'on appelle le concept du corpus miroir. Ça veut dire que les biais, ils ne naissent pas comme par magie dans l'algorithme. Non, ils sont hérités directement de notre monde, avec toutes ses imperfections et bien sûr tous ses préjugés. Et là, on entre dans un véritable cercle vicieux. D'abord, on a les données, qui sont le reflet des biais de notre société. Ensuite, le modèle, lui, il avale tout ça. Mais il n'apprend pas ça comme des préjugés, non. Pour lui, ce sont des vérités statistiques. Troisième étape, il applique ces classifications, souvent très rigides, à de vraies personnes. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ces étiquettes peuvent finir par influencer des décisions critiques pour la santé ou l'emploi, ce qui au final ne fait que renforcer les stéréotypes de départ. La boucle est bouclée. Alors toute cette mécanique de classification, ça devient un enjeu absolument crucial quand les créateurs des modèles essaient de les aligner. Aligner, ça veut dire quoi? Ça veut dire les forcer à se conformer à une certaine vision du monde. Et pour illustrer ça, l'affaire Grok est un cas d'école. Au point de départ, la promesse de Grok, c'était celle d'une IA en quête de vérité maximale. Une IA dite non woke et donc, en théorie, non censurée. L'idée de base, c'était de la laisser piocher librement dans le flux d'informations, justement pour éviter les biais d'un alignement qui serait trop rigide. Sauf que la promesse a vite été rattrapée par la réalité. Des utilisateurs un peu curieux ont fini par découvrir le pot rose. Des instructions spécifiques avaient été ajoutées en douce pour que le modèle évite soigneusement de parler de la désinformation liée à Elon Musk ou Donald Trump. On se retrouve donc avec une IA sans filtre qui en fait cachait une volonté de filtrer des sujets très très précis. Face à la polémique, la réponse officielle n'a pas tardé. En gros, c'est l'initiative isolée d'un employé et ça a été corrigé dès qu'on s'en est rendu compte. Bon. Qu'on croit ou non à cette version des faits, l'incident, lui, est très révélateur. Il met le doigt sur la fragilité du contrôle et sur le vrai danger d'une gestion centralisée et opaque. Le décalage est quand même flagrant. D'un côté, on a la belle histoire de l'IA qui cherche la vérité, et de l'autre, la réalité d'un contrôle qui met en place ses propres angles morts. Et ça nous amène au cœur du problème. Le vrai danger, ce n'est pas le biais en soi, c'est la question de savoir qui a le pouvoir de définir ce biais et de l'imposer à tout le monde. Alors, face à ce constat, est-ce qu'on est condamné? Non. Une autre voie commence à se dessiner. Une voie fondée sur la transparence et la souveraineté. Et la toute première pierre de cet édifice, c'est le code lui-même. Pour faire simple, il y a deux grandes philosophies. D'un côté, les modèles propriétaires, de vraies boîtes noires, complètement opaques, contrôlées par une seule entreprise. De l'autre, les modèles open source. Là, l'avantage, il est structurel. Le code est ouvert, transparent. Tout le monde peut aller voir dedans. Ça veut dire qu'une organisation peut le prendre, le déployer sur ses propres serveurs et donc garder un contrôle total sur ses données. Mais l'open source seul, ça ne règle pas tout. Il faut des garanties techniques solides. C'est là qu'intervient la confidentialité différentielle.
Alors c'est un nom un peu barbare, mais l'idée est géniale. C'est une approche mathématique qui intègre la protection de la vie privée dès le départ. On ajoute une sorte de bruit statistique pendant l'entraînement et résultat, il devient mathématiquement impossible de remonter à une personne précise dans les données tout en gardant l'utilité du modèle. Ok, donc on a parlé du code. C'est le premier pilier. Mais une IA, ce n'est pas que du code. Ça repose sur des données et sur une architecture. Ce sont les deuxième et troisième piliers de cette fameuse voie alternative. Côté données, si on veut corriger le biais à la racine, il n'y a pas de secret. Il faut des données de meilleure qualité. C'est l'enjeu des communs de données. L'idée, c'est de construire ensemble de gigantesques bases de données publiques qui soient éthiques et diversifiées. L'objectif, permettre à n'importe qui d'entraîner des modèles sur des fondations saines et pas juste sur du contenu aspiré à la va-vite sur le web. Vient ensuite l'architecture. Et là, on a une approche qui change complètement la donne. L'apprentissage fédéré. Ça renverse la logique habituelle. Au lieu de faire remonter toutes les données vers un gros serveur central, on fait le chemin inverse. On envoie le modèle s'entraîner directement là où sont les données. Seules les améliorations du modèle, bien anonymisées, sont partagées. Les données sensibles, elles, ne quittent jamais l'appareil. C'est un vrai changement de paradigme. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, on arrive au modèle architectural ultime, le peer-to-peer, un réseau totalement distribué sans aucun serveur central où tout le monde est sur un pied d'égalité. Et là, on ne parle plus seulement d'une solution technique, on parle d'un vrai modèle philosophique, pour une IA plus résiliente, plus égalitaire, qui pourrait même inspirer des modèles de société décentralisés. Donc si on résume, cette autre voie, elle tient sur 3 piliers indissociables. 1. Le code, qui doit être ouvert et confidentiel par conception. 2. Les données, qui doivent venir de corpus éthiques et partagés. Et 3. L'architecture, qui doit être décentralisée pour garantir la souveraineté. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui peut nous permettre de sortir du modèle de la classification centralisée. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas tant que les algorithmes aient des biais, on en a tous. Le véritable danger, le risque systémique, c'est l'unicité. C'est l'idée qu'un seul et unique modèle, contrôlé par une poignée de personnes, puisse imposer sa grille de lecture du monde à des milliards d'individus. C'est ça le vrai danger. Du coup, le but n'est peut-être pas de courir après l'utopie d'un modèle parfaitement neutre, ce qui est probablement impossible. Non, le véritable enjeu, il est ailleurs. Il est dans notre capacité à construire les outils qui permettront de faire émerger non pas un, mais une multitude de modèles. D'où la question finale, pouvons-nous construire une pluralité de modèles pour refléter la pluralité des humains ? L'enjeu est là, c'est un impératif de désuniversisation.